toutes et tous. Merci d'être aussi nombreux à vous être inscrits à ce webinaire. Vous êtes plus de 400 chefs d'entreprise à vous être inscrits à ce webinaire consacré à un sujet crucial pour vos entreprises, la cybercriminalité. Je suis Christophe Bourdet, je travaille à la Banque Populaire, je suis en charge de la direction d'entreprise et ETI sur la Nouvelle-Aquitaine. Pour démarrer et planter le décor, un petit film et on se retrouve juste après. SFR, Sofinco, d'autres Free ont subi des cyberattaques d'ampleur qui ont perdu des millions de données de leurs clients. Des organismes très médiatisés, mais au-delà de ça, beaucoup de petites entreprises de toute taille d'ailleurs qui sont soumis à cette menace, avec des conséquences bien sûr préoccupantes. Donc, ce que nous souhaitons vous faire partager aujourd'hui, ce sont l'expertise et l'expérience de deux de nos intervenants. Nous accueillons Monsieur Laborde, vous êtes commandant de police, je vais laisser vous présenter. Oui, bonjour, et merci à la Banque Populaire de nous permettre de participer à cette sensibilisation. Oui, je suis Pierre Laborde, je suis commandant de police et je suis membre du réseau des experts menaces qui dépend du ministère de l'Intérieur, et qui a pour mission et pour rôle de sensibiliser effectivement les entreprises, d'aider aussi les victimes lorsqu'elles sont attaquées par des cybercriminels. Anthony, vous êtes également un expert, mais en plus un chef d'entreprise. Je vous laisse vous présenter. Tout à fait, oui. Je suis dirigeant d'une PME qui s'appelle Solid Names et qui est basée à Bordeaux. Et cette double casquette d'expert cyber et de chef d'entreprise me permet d'avoir bien conscience des enjeux auxquels font face les dirigeants d'entreprise et d'essayer de faire preuve au maximum de pédagogie et surtout de ne pas être culpabilisant dans le cadre de ces sensibilisations qu'on organiserait régulièrement pour la police nationale. En tout cas, merci à tous les deux. Je vous propose de découvrir les points clés sur l'écran que nous allons aborder au cours de ce webinaire. Vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau et nous vous réservons un temps de réponse à la fin de ce webinaire. On souhaite que vous assurez que vos préoccupations seront abordées durant cet échange. Sans plus attendre, commençons par le risque cyber. Pierre, pouvez-vous nous donner une définition de ce risque ? Oui, le risque cyber, en fait, consiste à la probabilité à ce qu'une entreprise fasse l'objet d'une attaque informatique et dont les conséquences sont graves, dans la mesure où il peut y avoir effectivement des vols de données, il peut y avoir une demande de rançon, et effectivement, ça produit une paralysie de l'entreprise à partir du moment où aujourd'hui, on le sait tous, que les surfaces d'attaque sont très importantes puisque le numérique est partout et est utilisé dans tous les aspects de l'entreprise. Bien évidemment, cette préoccupation et ce type d'infraction a fait l'objet d'un intérêt des pouvoirs publics, puisque dans le code pénal, qui effectivement établit la liste des textes qui sanctionnent les infractions, eh bien c'est une définition qui est une attaque au système de traitement automatisé des données. Voilà la définition du code pénal, et elle fait l'objet effectivement des articles 323 avec plusieurs alinéas. Et bien évidemment, les sanctions sont très importante puisqu'il y a des peines de prison et il y a effectivement des amendes qui sont décidées lorsque les auteurs sont interpellés. Pierre, on observe une augmentation constante de ces cyberattaques. Les motivations, évidemment, on n'a pas du gain, mais il y en a d'autres, je crois. Oui, vous avez raison. Il y a plusieurs types d'intentions criminelles que nous avons définies à travers 4 catégories. Il y a l'intention criminelle qui est celle du profit, bien évidemment, qui est toujours présente. Il y a celle de l'atteinte à l'image, et il y a celle de l'espionnage et celle du sabotage. Si vous le permettez, je vais juste définir un petit peu. Bon, le profit, c'est évident. L'atteinte à l'image, c'est une intention criminelle qui est en train de croître dans la mesure où on peut, à travers effectivement
la paralysie des serveurs d'un organisme, d'une société, des services d'un État, et en l'occurrence l'Assemblée nationale a fait l'objet de ce type d'attaque, la Poste a fait l'objet de ce... Il s'agit de paralyser les serveurs qui rendent les services aux usagers. Donc en paralysant les serveurs, eh bien, effectivement, ça impacte et il y a une vulnérabilité et c'est une atteinte effectivement à l'image de l'entreprise. Il y a aussi, bien évidemment, l'espionnage. L'espionnage, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde depuis qu'il existe des infrastructures humaines. Il s'agit de voler, d'aller chercher effectivement ce qui existe chez l'autre. Donc l'espionnage entre les États, mais l'espionnage aussi entre les entreprises. Entre les entreprises pour pouvoir aller récupérer des données, récupérer du savoir. Et le dernier point de l'intention criminelle, c'est le sabotage. Alors le sabotage, on en entend moins parler, mais sachez que c'est très important parce qu'il s'agit effectivement, lorsque dans des infrastructures particulières ou publiques, des individus ayant accès aux données, ayant accès aux circuits numériques, eh bien, le sabotent, portent atteinte, paralysent le système pour des raisons qui leur sont propres, des raisons liées peut-être à un manque d'avancement, des raisons liées à des considérations personnelles dans l'entreprise. Donc le sabotage est aussi une des intentions criminelles très présentes. Merci Pierre. On imagine aisément que le facteur principal de risque, il réside dans la technique, mais ce ne sont pas les seules choses. Oui, vous avez raison. La technique est indispensable et je pense que Anthony va tout à l'heure déployer tout son savoir et indiquer effectivement quels sont les éléments qu'il faut mettre en œuvre techniquement. Mais il y a autour de cela le paramètre humain. Le paramètre humain que parfois on oublie un petit peu de mettre en exergue et nous utilisons, nous, dans nos sensibilisations, une phrase où l'on répète régulièrement que le principal vecteur de vulnérabilité, il se situe entre la chaise et le clavier, donc l'humain qui utilise. Alors c'est assez parlant, mais véritablement c'est cela et aujourd'hui les hackers ont compris le fonctionnement humain. Il y a aussi le paramètre organisationnel, effectivement, lorsque on n'a pas suffisamment investi dans la politique d'anticipation et de pouvoir parfois être en retard sur les possibilités d'antivirus ou autre. Donc risque technique, risque humain, risque organisationnel, tout à fait. Les trois en même temps. Oui, eh bien, ça risque effectivement là, d'encourager les cybercriminels à attaquer. Merci pour ces éclaircissements. Pierre, maintenant que nous avons une meilleure compréhension du risque cyber, je vous propose un tour d'horizon des différentes cybermenaces. Et Anthony, je me tourne vers vous. Quels sont les principaux types d'attaques que nous observons aujourd'hui et avez-vous quelques chiffres à nous partager ? Oui, tout à fait. Donc, ces chiffres, on les obtient en France de la part de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques. Et dans leur dernier rapport, donc, ils constatent une hausse de 30% des cyberattaques par rapport à 2023. Parmi ces cyberattaques, il y a toujours une prépondérance des rançongiciels ou ransomware. On les détaillera un peu plus tard. Et au niveau mondial, en fait, il y a une étude qui a été faite et qui estime le coût pour l'industrie chaque année des cyberattaques à 9 500 milliards de dollars. Donc c'est absolument colossal. Et pour la France, le ministère de l'Intérieur, lui, estime pour les entreprises un coût s'élevant à plusieurs milliards d'euros, ce qui est cohérent avec ces chiffres au niveau mondial. Les PME et le secteur privé sont des cibles de choix. Les PME, ça représente un peu plus de 50% des victimes du secteur privé. Et donc, ces chiffres-là mettent en avant la nécessité pour les acteurs de toute taille de se mettre en marche pour rendre plus robuste leur système d'information. Pour avoir un échantillon représentatif des différents types d'attaques, on a une statistique maintenant régionale depuis 1 an. On a le campus cyber donc de Nouvelle-Aquitaine qui a été créé et qui permet d'obtenir un premier niveau de réponse. Quand on est une entreprise, on peut s'adresser à eux en cas de cyberattaque et eux constituent donc des statistiques. Donc on voit qu'en premier lieu, les rançongiciels arrivent en tête de classement. Donc rançongiciels, on les détaillera un peu après. Le piratage de compte vient ensuite, donc c'est-à-dire un compte de messagerie ou autre qui est dérobé parce que le mot de passe est trop faible ou qu'il a fait partie d'une fuite de données. Le piratage informatique, là on parle d'un logiciel qui n'aura pas été mis à jour et dont une faille sera exploitée pour pénétrer le système d'information. Et puis, en quatrième, on va avoir le hameçonnage, donc, c'est-à-dire
la réception d'un email qui va vous demander de fournir des informations, changer un mot de passe, divulguer de la donnée. Et donc là, en fait, la donnée, vous l'envoyez au cybercriminel. Donc on voit qu'il y a des aspects techniques, mais il y a surtout des aspects humains, puisque 2 de ces menaces, au moins, arrivent sous la forme d'un email. D'accord. C'est des chiffres, en tout cas, éloquents et j'allais dire préoccupants. Pierre, en 2021, je crois, une cyberattaque a lieu dans une institution de notre région, le CHU de Dax. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, effectivement, ça fait l'objet d'une couverture médiatique importante, dans la mesure où là, il s'agit premièrement d'un hôpital, donc l'hôpital de Dax, qui, le 9 février 2021, a été attaqué par des hackers venant, je crois, de l'Est, et qui n'ont pas hésité à demander une rançon conséquente, puisqu'ils avaient effectivement crypté. Il y a des virus qui avaient pénétré dans le système informatique de l'hôpital et qui s'étaient déployés dans tous les services. Et partant de là, il y a eu une demande de rançon, puisque les fonctions de l'hôpital, quelles qu'elles soient, les fonctions du laboratoire, les fonctions des blocs opératoires, les fonctions d'analyse, les fonctions de secrétariat étaient absolument inopérantes, étaient paralysées. Donc, imaginons effectivement le drame. Et ça a obligé une réaction importante, puisqu'il a fallu se déployer et déployer les malades en partie vers d'autres hôpitaux, notamment au niveau des urgences. Donc, les conséquences, lorsqu'il s'agit de ce type d'attaque, de rançongiciel, sont dramatiques et très importantes. Et il faut savoir que les cybercriminels n'hésitent pas. Il n'y a pas de dimension éthique. Ce sont de vrais criminels. Ils n'hésitent pas à attaquer des lieux aussi sensibles et aussi vulnérables que les hôpitaux. Donc, tout ceci exige des éléments. Le système qui a été détruit a obligé effectivement les responsables, parce que l'hôpital n'a pas arrêté de fonctionner, mais là il a fonctionné en mode dégradé. Il a fallu reprendre le crayon et la feuille pour prendre les rendez-vous, pour gérer effectivement le processus habituel, et il a fallu reconstruire le service informatique, et tout ceci a eu un coût de 2,4 millions d'euros. Donc vous voyez que c'est très conséquent, donc le processus d'anticipation est très important. Les enseignements à en tirer, en particulier lorsqu'il y a des retours d'expérience de cette attaque, sont d'abord que ça s'inscrit dans le temps long. Secondo, que ça a des coûts très importants. Et là, en l'occurrence, il a fallu faire appel à l'Agence régionale de santé, etc., à des organismes pour pouvoir intervenir. Les techniciens, les ingénieurs de l'ANSSI sont venus, bien entendu, au secours de l'organisme pour apporter leur savoir informatique, et ce qui a permis peu à peu à remettre en fonctionnement un hôpital, et qui aujourd'hui refonctionne à nouveau, mais avec une attention toute particulière. On imagine bien dans ces situations-là la nécessité d'aller vite pour en maîtriser au maximum les conséquences qui peuvent être très graves, bien sûr. Anthony, ce que je vous propose, c'est d'aller un petit peu sur les rançongiciels, un petit peu dans le détail. C'est quoi un rançongiciel ? Alors, un rançongiciel ou ransomware en anglais, c'est une forme de virus, un logiciel malveillant, dont le but, c'est de chiffrer en fait les données de l'ordinateur sur lequel il s'exécute. Donc, chiffrer, ça signifie quoi ? Ça signifie informatiquement mettre sous clé, rendre inaccessibles vos fichiers avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. Et cette clé, les cybercriminels vous proposent de vous la fournir pour pouvoir récupérer vos données, moyennant le règlement donc d'une rançon bien souvent demandée en crypto-monnaie comme le Bitcoin ou autre. Donc nous, on recommande bien sûr de ne jamais payer la rançon. Une des spécificités aussi des rançongiciels, c'est qu'ils vont chercher, en plus de ce comportement-là, à se répliquer sur les autres machines du système d'information pour pouvoir contaminer les postes qui sont voisins, les serveurs de fichiers, et même voire contaminer les sauvegardes si elles ne sont pas bien protégées. Cette réplication, par exemple, en 2017, elle a donné lieu pour un rançongiciel qui s'appelait WannaCry, qui est une des familles de rançongiciels, il y en a plusieurs, à la paralysie de plus de 200 000 ordinateurs dans plus de 150 pays. Donc, on voit qu'il y a il y a une nature bien particulière à ces rançongiciels, et donc il faut appliquer des bonnes mesures assez rapidement pour éviter cette dissémination du rançongiciel à l'ensemble de l'organisation. Et quels sont les vecteurs les plus courants, les vecteurs d'infection les plus courants ?
Alors, les vecteurs d'infection les plus classiques, ça va être le mail reçu, qui va contenir une pièce jointe donc contenant la charge virale. Donc, on ouvre un document Word, Excel, et en l'absence d'un antivirus à jour, la charge virale, donc le virus va s'exécuter, va commencer à travailler sur le poste client. Par mail également, on peut vous faire cliquer sur un lien ou vous faire afficher une image qui, dans certains cas, peut activer la charge virale. Donc, voilà. Et puis également, vous allez avoir des failles de sécurité non corrigées, donc des mises à jour qui n'auront pas été effectuées dans les temps, qui vont permettre donc à des processus automatisés de venir trouver cette faille et de s'infiltrer dans le système d'information et d'exécuter ce type de virus. Donc on voit qu'il y a deux volets, volet technique avec les failles de sécurité, puis le volet humain, parce que l'activation de la pièce jointe ou du lien, elle va se faire à la lecture d'un simple email. Ouais. Merci Anthony. En fait, c'est très éclairant, mais on voit comment un mail qui peut paraître anodin peut provoquer une véritable catastrophe par contagion. Pierre, au-delà du sujet sur Dax, un autre exemple à nous partager de rançongiciel ? Oui, un exemple plus récent et qui a eu des impacts aussi très importants, c'est la société Coaxis, qui est basée dans le Lot-et-Garonne et dont la fonction et l'objet est de justement d'héberger des données pour les cabinets comptables, pour les laboratoires. Et elle a été ciblée, elle a été victime d'une demande de rançongiciel à travers effectivement un mail qui a été introduit malencontreusement. Et partant de là, ça a paralysé le fonctionnement des cabinets aussi, parce que les cabinets d'expertise comptable, ils avaient leur compte et leurs données qui étaient hébergées là. Ça a paralysé pendant plusieurs semaines effectivement l'activité, et à titre effectivement d'information, suite à cela, le RECIM à laquelle nous appartenons a été amené à faire plusieurs sensibilisations dans des cabinets comptables, sensibiliser les personnels pour éviter justement de que ce type d'attaque se reproduise. Un exemple révélateur de là aussi les effets de bord qu'il peut y avoir en chaîne. La perte financière est réelle dans ces cas-là, mais c'est peut-être pas la seule conséquence. Non, la conséquence sont multiples. Les conséquences sont multiples. La perte financière, elle nous vient toujours à l'esprit et qui est réelle, bien entendu. Pour remettre en fonctionnement, il faut faire appel à des sociétés de rémédiation. Il y a énormément d'éléments comptables, mais il y a aussi des éléments qui sont de nature réputationnelle. Enfin, en termes d'image, donc la réputation de l'entreprise peut faire l'objet effectivement de critiques et d'atteintes. Et donc, partant de là, c'est quelque chose qui n'est pas mesurable sur l'instant, mais sur un temps moyen, on peut mesurer que la perte de confiance des clients joue effectivement sur la pérennité de l'entreprise. Et on peut aujourd'hui signaler, alors c'est une information qui est quand même assez alarmante, que des sociétés qui ont fait l'objet de ce type d'attaque, parfois, lorsqu'elles ont des difficultés à se redresser, à se relever, dans les 6, 12, 15 mois, elles sont en situation difficile de gestion et parfois elles font faillite. Donc c'est quelque chose de très important et qu'il faut prendre en considération. Anthony, comment les entreprises peuvent se prémunir ou se préparer, se défendre contre ces rançongiciels ? Eh bien, d'abord par l'anticipation et surtout par la mise en œuvre de sauvegardes efficaces, en fait, puisque, on l'a vu, ces rançongiciels s'attaquent aux données. Et si vous disposez de sauvegardes qui soient à jour et qui soient opérationnelles, vous n'avez pas besoin de payer la rançon. À un moment donné, vous allez pouvoir reconstruire votre système d'information. Donc, la première étape, c'est de mettre en place des sauvegardes, d'avoir identifié vos données critiques et importantes pour votre activité, et aussi de conserver une copie de ces données hors ligne, parce qu'on a vu que les rançongiciels ont tendance à vouloir se disséminer sur les différentes machines du réseau. Et on a vu des cas où des sauvegardes étaient connectées au réseau et faisaient l'objet également de chiffrement, donc ce qui est un peu dommage. Donc il y a cette partie-là. On a vu aussi que la formation des collaborateurs était importante pour les sensibiliser à ce type de risque. Alors, apprendre à lire et à analyser des mails pour identifier ceux qui ont l'air suspects, etc. À les inciter aussi à communiquer, à libérer la parole sur ces sujets cyber, à installer une vraie culture cyber au sein de l'entreprise. Et puis le volet technique, bien sûr, reste d'actualité, avec la mise à jour de tous les logiciels, que ce soit les logiciels des postes utilisateurs, les logiciels métiers, pour éviter que ces failles de sécurité permettent d'introduire un rançongiciel de manière automatique au sein du système d'information.
un antivirus à jour également est nécessaire pour rattraper le coup, entre guillemets, si on active par mégarde, bien sûr, une pièce jointe malveillante. Et que doit faire un chef d'entreprise quand il constate qu'il subit une cyberattaque? Alors, dans ce cas-là, en fait, il y a des bonnes pratiques à appliquer. Hein. C'est comme dans le cadre d'un incendie, on connaît la procédure, on a des répétitions, etc. Donc là, l'anticipation, elle est aussi vraie dans ce cas de figure-là. Il faut avoir préparé un plan d'action établi à l'avance pour éviter de commettre des erreurs. Et les étapes donc, à appliquer en cas d'attaque avérée par un cryptovirus, un ransomware, c'est de déconnecter du réseau en fait la machine infectée, puisqu'on a vu que ce type de virus allait chercher à se répliquer aux alentours, donc il faut arrêter cette dissémination, sans pour autant éteindre, et ça j'insiste là-dessus, électriquement la machine, hein, parce que ça reste une scène de crime, et donc les services de police vont avoir besoin, à un moment donné, de pouvoir collecter des informations techniques sur ces familles de rançongiciels pour pouvoir faire avancer en fait la lutte au niveau international. Il y a eu des réussites assez spectaculaires, mais qui ont nécessité de pouvoir agréger des relevés réalisés sur ces différentes scènes de crime. Donc c'est important donc de déconnecter du réseau, mais pas électriquement les machines infectées. Ensuite, il faut alerter, hein, il faut prévenir au sein de l'organisation le fait que ce rançongiciel a été activé pour éviter à d'autres collaborateurs de l'activer également de leur côté. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier de déposer plainte et de signaler en fait ce fait au service de police. Après quoi, vous allez pouvoir faire appel à votre service informatique ou à votre prestataire pour réinstaller les machines et rétablir les sauvegardes que vous aurez à votre disposition, afin de pouvoir repartir sans avoir à payer de rançon et en minimisant le temps d'indisponibilité et l'impact sur votre activité. Je rebondis sur cette histoire de rançon. Pierre, on dit toujours qu'il ne faut, quelle qu'elle soit, il ne faut jamais payer une rançon. Vous confirmez? Écoutez, en tant que représentant du ministère de l'Intérieur et de policier, bien évidemment, il ne faut jamais payer de rançon, pour plusieurs raisons. D'abord, si on paye une rançon, on alimente le crime. Donc, je pense que les victimes n'ont pas, effectivement, à alimenter le crime. Ensuite, payer la rançon ne justifie pas et n'assure pas que l'on va récupérer les données. Parce que les cybercriminels, on a face à nous des personnes qui parfois ont des capacités numériques très conséquentes, mais qui n'ont pas, parfois, elles ne disposent pas pour pouvoir redonner les éléments qu'ils ont cryptés. C'est-à-dire les clés de déchiffrement ne sont pas restituées. Donc il y a le paiement d'une rançon, mais on ne récupère pas les données. Donc c'est une double victime, dans la mesure où on a payé, mais on ne récupère pas. Il faudra malgré tout faire appel à des sociétés de rémunération. Donc, 1, ne pas payer, 2, déposer plainte. J'ajouterais en tant que banquier que pour contribuer, pour y avoir été confronté récemment, payer une rançon à l'autre bout du monde, dans un pays tiers ou auprès d'une banque, peu recommandable, c'est voire impossible. Et payer en crypto-monnaie, ce qui est souvent le cas, c'est pareil, très délicat et souvent impossible aussi. Donc c'est vrai qu'il faut sans doute suivre vos conseils précieux. Maintenant que nous avons exploré les menaces, parlons des bonnes pratiques. Anthony, quelles sont les étapes qu'une entreprise doit suivre ? Alors, pour mettre en place toutes ces mesures qui permettent une bonne anticipation en cas d'attaque, et qui sont la clé pour avoir les bons réflexes, si jamais vous êtes une petite structure avec peu de moyens, une première étape qui peut être utile, c'est d'établir un diagnostic de vos risques cyber. Donc ça peut se faire en faisant appel à un prestataire spécialisé, mais ça a un coût important. Mais pour nos téléspectateurs, aujourd'hui, ce que je mettrai en avant, c'est un dispositif qui a été créé cette année donc, par le gouvernement via l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques, et qui s'appelle le dispositif Mon Aide Cyber. Donc c'est un... On voit à l'écran. Et on vous le mettra à disposition à l'issue du webinaire à tous nos auditeurs. Tout à fait. Sur l'adresse qui est indiquée, en fait, vous pouvez vous signaler pour être mis en relation avec un aidant qui va, après un entretien d'1 heure maximum, vous fournir une short list, une petite liste des 4 actions prioritaires à mettre en œuvre au sein de votre organisation. Pour avoir accompagné plusieurs entreprises et organismes publics grâce à ce dispositif,
on s'aperçoit que les recommandations qui sont faites sont adaptées à tous les niveaux de maturité cyber et que dans tous les cas, en fait, ça permet un renforcement en fait, des dispositifs. Alors bien sûr, si rien n'a été mis en place dans l'organisation, ce qui va ressortir en premier, on va le répéter plusieurs fois lors de ces entretiens, c'est sauvegarder les données critiques, mettre à jour régulièrement ces équipements et puis aussi former les collaborateurs, toujours ce volet, l'humain et le technique et l'anticipation qui est nécessaire pour... L'anticipation, on a bien retenu. Vous avez sensibiliser le personnel à ces dangers, c'est également très important. Absolument, oui. Il faut en fait que dans une organisation, bien prendre conscience que la solidité en fait de cette chaîne de sécurité, elle sera jamais aussi forte que la solidité de son maillon le plus faible. Donc tout le monde doit avoir cette acculturation au risque cyber et c'est pour ça qu'il faut sensibiliser son personnel. Pour ce faire, vous avez des plans de formation classiques via les OPCO, mais encore une fois, le gouvernement met en place des dispositifs de cours en ligne qui sont extrêmement bien faits, qui font autorité puisqu'elles émanent de l'ANSSI. On peut en citer deux, et je crois qu'il y a une slide qui les présente à ce propos. Donc on a d'abord Sens Cyber, qui propose 3 modules de formation pour une durée de 3 heures. Et pour aller un cran plus loin, il y a également la SecNum Academy, qui, elle, fournit 5 modules pour une durée de formation totale d'une quinzaine d'heures. On l'a appliqué au sein de mon organisation. Ça demande du temps, ça demande de laisser ses collaborateurs se former sur ces plans de formation, mais voilà, ça permet d'homogénéiser en fait la connaissance des bonnes pratiques et également des risques au sein des organisations. Vous les recommandez donc à nos auditeurs? Absolument. D'accord. Vivement. Préparation, formation sur le volet technique. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin sur, on l'a évoqué plusieurs fois, les mises à jour et la gestion des mots de passe? Oui. Alors, concernant les mises à jour, pourquoi c'est important? Parce que dans tous les logiciels, il y a des bugs qui restent et qui sont corrigés par les éditeurs. Donc, on a des mises à jour qui sont proposées et qui sont proposées de manière automatique. Les utilisateurs de Windows ont tous eu affaire à un message leur demandant de redémarrer leur ordinateur alors qu'il y avait un mail important à envoyer. On est souvent, en fait, bloqué par ces messages un peu intempestifs. Pourtant, c'est très important de les appliquer parce qu'elles viennent corriger ces mises à jour, les bugs dans ces logiciels. Ces erreurs, quand elles ne sont pas corrigées, elles sont exploitées par les cybercriminels qui vont les utiliser comme des portes d'entrée dans le système d'information. Donc c'est absolument crucial de les appliquer. Concernant les mots de passe, il y a des recommandations qui ont été faites par l'ANSSI et on va notamment imposer aux utilisateurs d'utiliser différentes catégories de caractères, des chiffres, des lettres et des symboles. L'ANSSI recommande également une longueur de mot de passe d'au moins 12 caractères, c'est important. Et il y a un point qui est clé également, c'est d'utiliser des mots de passe qui soient uniques pour chaque service. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de fuite de données, comme on en a vu notamment récemment chez l'opérateur Free, vous l'avez cité en introduction, qu'est-ce qui va être exfiltré par les cybercriminels ? Eh bien, on va notamment retrouver une adresse mail et une empreinte de mot de passe qui va permettre de reconstituer le mot de passe. Une fois que ces données-là sont revendues sur le dark web, chez Free, pour 20 millions de comptes, on a un tarif à 175 000 €, je crois, donc c'est assez modique pour le retour sur investissement que ça va produire. Le cybercriminel, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de tester le mot de passe de chez Free pour se connecter à votre messagerie. Si vous utilisez les mêmes mots de passe partout, bingo, on rentre dans le système. Et une fois qu'on a pris en main votre logiciel de messagerie, c'est très simple de réinitialiser tout un tas d'autres mots de passe, de voir les correspondances avec vos clients et fournisseurs et de mettre en place des scénarios d'arnaque absolument convaincants qui en plus arrivent de votre vraie adresse mail. Tout à fait. Donc ça, c'est très important et c'est les choses les plus difficile à mettre en place dans les usages et je recommande, moi, d'utiliser également des gestionnaires de mots de passe au sein des organisations qui permettent de garantir qu'on va générer des mots de passe forts. On n'a même plus besoin de chercher à s'en rappeler. Ces mots de passe sont sécurisés, enregistrés dans un logiciel qui va les protéger et qui va vous permettre d'utiliser des mots de passe longs, robustes et uniques pour chaque service. C'est très clair. Et en matière de sauvegarde, on va un petit peu plus loin ? Alors en matière de sauvegarde, on l'a vu, c'est crucial. C'est quelque chose qui s'anticipe, qui se met en place vraiment en amont.
Donc il faut d'abord avoir bien identifié au sein de son organisation les données qui sont clés pour faire tourner l'activité, et de faire un peu un scénario mental, de se dire ok, si je perds ce fichier, si je perds ce dossier, ce répertoire, ce fichier partagé, est-ce que je peux continuer à travailler, oui ou non? Une fois que tout ça c'est identifié, il faut mettre en place une politique et un plan de sauvegarde qui soit efficace. Et à ce propos, il y a un petit moyen mnémotechnique pour minimiser les risques et protéger ces sauvegardes. C'est le 3-2-1. Donc 3 pour 3 copies des fichiers, 2 pour 2 supports différents. Donc on peut penser à une clé, un disque externe ou un serveur de fichiers. Et puis le 1, c'est d'avoir une copie hors site de ces données. Hors site, ça signifie en dehors du périmètre physique de l'établissement. Donc ça peut être une sauvegarde dans le cloud ou sur un disque qu'on emporte chez soi, mais qui, en tout état de cause, n'est pas connecté au réseau, parce qu'il n'y a pas que les risques cyber, il y a aussi les cambriolages, les incendies. Et donc, si on met tous ses œufs dans le même panier, dans le cas d'un sinistre de cette nature-là, on peut perdre toutes ces données. Et dernier point concernant les sauvegardes, il faut les tester régulièrement, parce qu'on a souvent vu donc des organisations disposer de sauvegardes, mais qui n'étaient pas opérationnelles, soit incomplètes, et qu'on n'était pas capable d'exploiter en cas de besoin. Donc si vous avez un prestataire qui fait ça pour vous, je vous invite à le challenger régulièrement en lui disant tiens, remonte-moi la dernière sauvegarde pour voir si on est réellement protégé. Donc on retient 3-2-1. Tout à fait. Je synthétise 1-2-3. Oui. Préparation, formation et renforcement des dispositifs de sécurité. Mais pour tout que ça fonctionne bien, il faut établir une véritable culture de cybersécurité dans l'entreprise. Oui, tout à fait, on l'a vu. Il faut que la direction soit partie prenante. Donc il faut qu'il y ait un engagement de la direction pour mettre les moyens nécessaires, laisser les collaborateurs se former, leur fournir les moyens, les outils de se former, prévoir un budget pour ces éléments-là. Et il faut vraiment créer un climat de culture cyber au sein de l'organisation. Mais je pense que ça, vous ne l'ignorez pas, puisqu'on est donc au sein d'un établissement bancaire. Et donc, je vous retourne la question. J'ai bien fait de la préparer, oui. Enfin, la réponse au moins. Que fait-on, nous, à la Banque Populaire? Tout à fait. C'est des travaux importants qui sont menés au niveau du groupe. On a un centre opérationnel de sécurité qui travaille 24/24, 7/7 et qui surveille tous nos systèmes. On a les systèmes de lutte antivirus, bien sûr, sont a priori très performants. On a aussi une politique composée de beaucoup de règles de sécurité. On n'a pas les accès sur tout, etc. Donc ça, c'est très fin et ça dilue beaucoup le risque. Et puis il y a surtout, je retiendrai plutôt moi les exercices que l'on fait subir à nos systèmes pour les challenger, en fait, comme vous disiez tout à l'heure. Tests d'intrusion. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Maintenant, examinons comment réagir efficacement en cas d'incident de cybersécurité. Pierre, quelle est la première chose que l'on doit faire? On vous appelle, peut-être pas vous directement, mais... Non, pas moi directement, mais après, effectivement, d'avoir mis en œuvre les éléments techniques, de se déconnecter du réseau, et bien effectivement, il faut appeler soit un service de police, soit un service de gendarmerie, en fonction du lieu, du siège social et du lieu où il y a eu l'attaque, pour pouvoir faire appel à des professionnels policiers. Et à ce titre, il y a à Bordeaux une antenne de l'OFAC, qui est l'Office anti-cybercriminalité, avec des policiers spécialisés dans le traitement de ce type d'infraction. Il y a aussi à Limoges la présence de policiers spécialisés. Il y a aussi à Bayonne des policiers de ce type. Donc, il est important, effectivement, de ne pas se laisser emporté par l'état de sidération. Il faut réagir, et réagir techniquement, mais faire appel aux institutions qui sont là, déposer plainte. Le dépôt de plainte permet de savoir quels sont les facteurs d'intrusion, parce qu'il y a une analyse effectivement forensique qui permet de voir par où le virus a pénétré. Ça permet aussi de combattre le crime, parce que s'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de poursuite et il n'y a pas d'interpellation des prévention par la suite. Et il n'y a pas de prévention. Donc c'est très important d'avoir une attitude citoyenne. Et il y a aussi, le dépôt de plainte permet, parce que nous sommes sur un monde très innovant,
innovant, le monde de l'informatique, du numérique, et ça permet effectivement de fournir une analyse des divers types d'attaques. Je vous en ai parlé, mais il y a des processus effectivement qui, de manière très, très innovante, sont mis en œuvre par les cybercriminels. Donc tout ceci est important et est pris en charge par l'État et par les services de police pour pouvoir faire en sorte de répondre. Il y a aussi la capacité de déposer plainte, alors bien sûr en se déplaçant. L'appli spécifique Ma Sécurité. Tout à fait. Voilà, merci. De se déplacer effectivement dans un hôtel de police ou une gendarmerie, mais on peut, par le biais d'Internet, puisque évidemment, déposer plainte sur le site masécurité.gouv.fr, qui est un site qui oriente en fonction des infractions les plaignants vers le type de plainte qu'il faut déposer, et ensuite, effectivement, ils sont rappelés pour pouvoir compléter la plainte. Donc, il y a tout un schéma de prise en charge des plaignants, des citoyens, pour pouvoir les aider tant dans l'accompagnement que dans le processus de recherche et d'enquête. Merci, voilà. Merci Pierre. On a évoqué un petit peu la communication, Anthony, des choses peut-être à mener, des bonnes pratiques là aussi. Encore une fois, pareil, l'anticipation, elle est importante dans ce cas de figure. En cas de cyberattaque, on est effectivement dans un état de sidération et de panique. Et c'est difficile d'agir si on n'a pas préparé un plan de communication de crise à destination des différentes parties prenantes. On va avoir les collaborateurs pour les informer qu'on a un problème, que peut-être la production va être impactée, qu'il faut se méfier des différents messages récemment reçus pour pas activer à son tour un rançongiciel. Il faut s'adresser à ses clients pour leur dire que peut-être la production va prendre du retard. Et puis, il y a des obligations légales. Si on a subi une perte de données personnelles de la part de son fichier client, la CNIL vous impose de communiquer auprès de ses clients et de leur indiquer la fuite de données. Et ça, c'est imposé par le RGPD, donc un règlement européen sur la protection des données personnelles. Donc, avoir anticipé un plan de communication de crise, c'est essentiel. Pierre, juste, on peut revenir sur le RECIM et les contacts du RECIM et comment cela fonctionne. Alors, on va remettre le petit slide. Oui, le petit slide, effectivement, qui va permettre... Alors, il y a une adresse, effectivement, qui apparaît. C'est une adresse cybermenace-bordeaux @intérieur.gouv.fr. Cette adresse est destinée plus particulièrement aux entreprises, car si elles sont victimes d'une attaque, elles peuvent effectivement indiquer leur nom, leurs éléments d'identité pour solliciter les services de police. Et là, cette adresse est veillée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, ça permet aux entreprises, je le précise parce que les particuliers malheureusement sont aussi très ciblés, mais à ce moment-là, il faut qu'ils aillent sur le site masécurité.fr, sur l'application. Donc ça se charge très facilement. Oui, c'est très facile et c'est très bien guidé. Après, en titre d'information, si on veut obtenir des informations, il y a cybermalveillance, il y a effectivement l'ANSSI, la CNIL, qui sont des sites qui permettent d'avoir de l'information de manière gratuite. Merci pour ce complément. Ce que je vous propose, c'est d'enrichir ce live par vos questions. Elles sont nombreuses. On vous retrouve tout de suite. On va prendre la première question. Quels outils antivirus recommandez-vous pour protéger une entreprise contre les rançongiciels ? Alors, je vais peut-être répondre à cette question avec une réponse un peu... disons de Normand, mais en tant que police nationale, on ne va pas pouvoir vous recommander un éditeur d'antivirus en particulier, mais par contre vous alerter sur une caractéristique qu'il faut vérifier, c'est le côté effectif en fait de la mise à jour de la base de définition de vos virus. Un antivirus informatique, ça marche comme un système de vaccin pour les virus biologiques. En fait, on reconnaît en fait la signature des nouveaux virus. Et pour que ces nouveaux virus soient bien identifiés, il faut actualiser via un système d'abonnement la définition de ces virus. Le risque qu'on peut rencontrer, c'est que parfois on va acheter un nouvel équipement, un ordinateur portable par exemple, qui va venir avec un abonnement d'essai qui va être valable seulement 3 mois. Et ça peut vous donner un faux sentiment de sécurité.
C'est-à-dire que pendant 3 mois, vous allez actualiser la définition de vos virus, et puis au bout de 3 mois, vous voyez le petit symbole de l'antivirus qui est là. Vous pensez que vous êtes protégé, mais cet antivirus-là, en fait, est obsolète puisqu'il ne s'actualise pas comme il faut. Et les nouveaux virus ne seront pas identifiés. Donc c'est important de mettre les moyens au moins là-dessus pour prendre un abonnement payant. Le gratuit, voilà, c'est souvent synonyme de mauvaise qualité en l'espèce parce qu'il y a un gros travail derrière qui est fait pour actualiser ces signatures de virus et vous les délivrer. Donc, actualiser, c'est prendre un abonnement. Et aussi, on a tendance à oublier que les smartphones, téléphones mobiles, sont des ordinateurs comme les autres. Oui. On consulte ses mails, ses fichiers, ses comptes bancaires dessus. Ce qui est encore pire, c'est qu'on les prête à ces ados parfois qui vont aller installer des jeux, qui font peut-être pas seulement qu'afficher un jeu, qui vont peut-être vouloir espionner ce que vous tapez sur votre smartphone. Eh bien, les licences d'antivirus que vous pouvez utiliser pour un ordinateur viennent maintenant avec une version qui permet de protéger différents équipements, notamment les smartphones. C'est important parce que ça, c'est encore pas tout à fait dans les mœurs. Il y a un véritable risque vu tout ce qu'on fait avec son iPhone ou autre. Ouais. Une autre question, je suis dirigeant d'une TPE. J'ai peu de moyens informatiques. Que puis-je faire pour me préparer sur ce sujet? Pierre, question pour vous. Se préparer, déjà, aller sur des sites dont on a parlé, mais dont je peux effectivement répéter. L'ANSSI, l'Agence nationale des sécurités et systèmes d'information, qui produit des petits livrets qui sont très très bien faits et qui permettent effectivement de mettre à jour les systèmes de protection en cas d'attaque, les plans de continuité d'activité. On peut aussi, lorsqu'il s'agit d'une attaque très particulière, on a parlé de l'hôpital de Dax, faire appel effectivement au service de l'ANSSI. Il y a aussi le site de cybermalveillance, qui est un site qui est accessible et qui donne énormément d'informations. Il y a le site de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Il y a la mise en œuvre aussi du RGPD, le règlement général de la protection des données. Tout ceci, ce sont des éléments qui doivent être connus au sein de l'entreprise, qui doivent être régulièrement consultés, mis à jour et qui, par anticipation, vous l'avez employé ce terme, et je pense qu'en termes d'informatique et de numérique, l'anticipation est un mot très important et est une action qui doit être mise en œuvre. Merci. Et une autre question, que faire si un collaborateur tombe dans le piège d'un phishing en cliquant sur un lien malveillant? Anthony? Alors, si on parle de phishing, donc on ne parle pas de ransomware, cette fois-ci, le phishing, ça va être une tentative d'exfiltration de données. Donc, par exemple, un mail où on va avoir un message prétendument de la part de Google, par exemple, où on va vous demander de changer votre mot de passe. Sauf que au lieu de donner l'ancien mot de passe donc à Google, vous l'envoyez à une équipe de cybercriminels. Dans ce cas-là, si on s'aperçoit de l'erreur, il faut absolument faire circuler l'information et donc prévenir sa direction, son système, son service informatique, afin de mettre à jour les mots de passe qui auraient fuité pour éviter qu'ils puissent être utilisés par ces équipes de cybercriminels. D'accord. D'où l'intérêt aussi, ces mots de passe, de les diversifier sur chaque applicatif de son téléphone. Oui, pour limiter en fait le risque de réutilisation et de pouvoir pénétrer donc les autres comptes utilisés par l'entreprise. Par rapport au mot de passe, vous pouvez ajouter une bonne pratique supplémentaire à appliquer, c'est ce qu'on appelle le deuxième facteur d'authentification. Les banques l'imposent. C'est imposé. On va sur son compte bancaire, on n'a pas le choix que de sortir son smartphone ou de vérifier la réception d'un petit SMS ou de fournir un code qui ne réside que sur le smartphone. Ça vous protège en cas de fuite de vos mots de passe importants. Et ça permet d'éviter qu'un cybercriminel à l'autre bout de la planète, quand il va se connecter à votre compte, il ne pourra pas fournir ce deuxième facteur d'authentification. Donc ça, quand c'est disponible sur les plateformes que vous utilisez, il faut absolument l'activer et donc activer ce deuxième facteur d'authentification, même si ça rallonge un peu le temps de Pierre, connexion. Vous voulez compléter? Oui, allez-y, une petite recommandation. Lorsqu'on utilise effectivement dans le domaine professionnel un système numérique, il ne faut pas l'utiliser dans le domaine personnel. Séparer les usages privés et les usages professionnels. À titre d'exemple, moi j'ai été confronté dans mes fonctions à des
petites entreprises de 7, 8, 10 salariés, où là, au sein de la structure familiale, il y a des ordinateurs et de manière, on utilise l'ordinateur dans un sens comme dans l'autre. Et là, c'est un vecteur d'attaque et de fragilité très important. Donc, séparer les usages. Une autre question, j'ai vu une question sur le VPN. Alors, un VPN fait-il office d'antivirus ? Alors, pas du tout. Il faut définir les bons termes. Voilà. Le VPN, en fait, ce qu'il va faire, c'est que il va vous permettre d'établir une connexion sécurisée entre votre terminal, donc votre ordinateur portable, par exemple, et Internet ou bien le réseau d'entreprise. Donc, dans le cadre professionnel, un VPN, c'est important parce que ça va vous permettre de vous connecter quand vous êtes à distance, à l'hôtel, dans les transports, à votre réseau d'entreprise, et ça va vous permettre de continuer à travailler en accédant à des logiciels métiers qui n'ont de ce fait pas besoin d'être accessibles sur Internet. Donc ça, c'est important. Par contre, vous allez aussi avoir beaucoup de publicité pour des services de VPN qu'on va trouver sur Internet, qui s'adressent en général à des particuliers et qui vous garantissent un certain anonymat dans votre consultation de site ou autre. Et donc, il faut bien avoir la nuance de ces deux utilisations. Le VPN qui est fourni par votre entreprise est important. Le VPN qui vous garantit des communications, la confidentialité des communications, n'est pas forcément utile parce que la plupart des sites sur lesquels on va maintenant commencent par HTTPS. Et ce S-là garantit la confidentialité des échanges. Et donc non, ce n'est pas un antivirus, c'est un moyen... Je pense que ça répond parfaitement à la question. Ouais. C'est pas la même chose. Il faut surtout l'antivirus. Non, et quitte à mettre un abonnement quelque part, je vous recommande de plutôt faire l'acquisition d'une licence pour un antivirus plutôt que d'acheter seulement un VPN. Je pense qu'on va prendre une dernière question et j'ai l'impression qu'elle va être pour moi, enfin, sauf si vous voulez m'aider. Il s'agit de ce qu'on appelle la fraude au conseiller. C'est l'usurpation d'une ligne téléphonique. On appelle un client de la Banque Populaire, enfin un faux conseiller, se faisant passer pour la banque, le salarié de la banque et tentant de vider les comptes bancaires. Voilà. Donc les recommandations, elles sont plus que des recommandations. Jamais on ne vous demandera vos codes par téléphone pour avoir accès à votre application. Donc ça, jamais, quelle que soit la demande, il ne faut jamais le faire. Sachez que si vous le faisiez, par erreur, on a quand même des systèmes de surveillance sur les opérations atypiques, notamment sur les virements étrangers. Vous pouvez aussi, sur votre applicatif, souvent, quelle que soit la banque d'ailleurs, et si vous n'avez pas l'habitude de faire des virements sur l'étranger, il est bloqué. Donc on a quand même des systèmes de surveillance en complément, puisque, comme vous le disiez, l'erreur, elle peut être humaine, et la manipulation par un malfaiteur, on la connaît malheureusement. Ouais. Voilà, c'était la dernière question. Je voulais, avant de conclure, juste, Pierre, peut-être... si vous deviez faire une petite conclusion. Oui, alors une petite conclusion, c'est effectivement face au numérique, il faut entre guillemets marcher sur les deux jambes. C'est-à-dire que mettre en œuvre toutes les ressources techniques qui ont été présentées par Anthony, c'est absolument indispensable, mais aussi mettre en œuvre des formations des personnels, des formations qui évitent effectivement d'avoir des gestes de routine face à la lecture du mail. Parce que les cybercriminels considèrent qu'ils travaillent sur le nombre, et donc partant de là, au regard des nombres de mails qu'ils peuvent envoyer, si la routine en face fonctionne, eh bien, ils réussissent à piéger par des mails. Ils utilisent, et vous l'avez indiqué, très souvent des usurpations d'identité, et donc c'est grâce à une dimension de formation, d'attention, et ne pas répondre de manière systématique et rapide lorsqu'il y a des messages d'autorité, lorsqu'il y a des messages d'urgence ou des messages de curiosité. Parce que là, parfois, ce sont des pièges qui permettent d'introduire des mails et des virus. Il faut rester vigilant. Et il faut rester vigilant de manière permanente, bien entendu. Bon, nous arrivons au terme de ce webinaire. Les éléments qui ont été projetés seront mis à disposition. Cette animation est filmée. On va la mettre aussi à votre disposition si vous souhaitez la partager avec vos collaborateurs ou aussi avec des collègues. C'est totalement public. J'espère que tout ça vous aura éclairé. En tout cas, pour ma part, moi, je vous remercie tous les deux
non seulement d'être venu là, mais pour le travail que vous faites au quotidien, qui est peut-être un peu dans l'ombre, mais un peu moins maintenant. Et ça, je vous en remercie pour nos clients également. Merci à notre Laurent, merci à tous nos clients qui étaient présents. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci.